Quel est le point commun entre le capitaine Crochet, Dark Vador et Nick Fury ? Alors, il s'agit de 3 personnages de fiction, me répondront les plus malins des auditeurs, mais je suis aussi prêt à parier qu'ils auraient rudement apprécié posséder la capacité de régénération. Et c'est justement pour nous aider à distinguer le vrai de la fiction que nous accueillons ce soir Christine Rampon et Véronique Bordet-Biro, qui vont nous expliquer la quête de ce pouvoir mythique. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022, bienvenue dans l'épisode 472 de Podcast Science. Et ce soir, nous avons une table physique et une table virtuelle autour de laquelle nous retrouvons tout d'abord Pascal à la technique depuis non loin de Metz. Absolument, quand même, il y a quand même 200-300 km de Metz, mais oui. Oui, bien sûr, je sais pas pourquoi j'ai dit pourquoi pas en même temps. C'est plus près de Metz que de Normandie, où nous allons trouver Cléora. Ouais, salut à tous. Alors, on aurait pu avoir Robin depuis Paris, mais on n'entendra pas sa douce voix, on le verra uniquement se manifester sur la chatroom. Et puis, nous avons une table physique, où moi, Topo, aka Pierre Carner, a le plaisir d'accueillir chez moi mon comparse Johan. Bonsoir tout le monde. Ainsi que nos 2 invités, Christine Rampon. Bonjour. Et à Véronique Bordet-Biro. Bonsoir. Et donc voilà, Christine Rampon et Véronique Bordet-Biro sont mes 2 collègues à l'université Paris-Cité, qui a changé de nom très très récemment. Au début on l'appelait l'université de Paris, mais maintenant on l'appelle l'université Paris-Cité. Et toutes 2 ont un enseignement qui m'a beaucoup intéressé, notamment parce que ça recoupe mes propres recherches en laboratoire et qui traite de régénération. Et donc je vais vous laisser la parole à toutes les 2 pour nous expliquer tout sur justement le pouvoir de régénération et cette quête du Graal. Alors, derrière le mot régénération se dissimule l'espoir du rajeunissement, voire de l'immortalité, et a toujours fasciné au point d'inspirer de nombreux mythes. Alors, connaissez-vous des mythes et légendes basés sur la régénération ? Alors, vas-y. Des mythes et légendes de gens qui repoussent. Ah, il y a le foie de l'animal de Sisyphe, c'est ça ? Non, Sisyphe c'est l'autre. Le foie de Prométhée. Bien joué. Qui repousse, donc un aigle lui mangeait le foie et il repoussait à chaque fois. En effet, on a le droit aux personnages de fiction, parce que moi, j'aurais pu citer quelques personnages comme Deadpool. Pascal, t'avais une suggestion ? Oui, l'hydre. Oui. Il y en a qui ont des lettres et puis il y a Deadpool, quoi. Dis-toi que dans quelques millénaires, ce sera ça la mythologie du XXIe siècle. Alors, quand même, l'un des plus célèbres est quand même le phénix. Ah bah oui. Qui symbolise parfaitement donc cette quête de l'immortalité. Et donc le phénix, appelé également oiseau de feu, quand il sent sa fin venir, construit un nid de branches aromatiques et d'encens et y met le feu. Il se consume et à sa place, il reste un œuf qui devient un poussin. Et c'est ainsi que le phénix renaît et continue à vivre. Donc cet oiseau fabuleux, on le retrouve dans de nombreuses mythologies d'origine grecque, persane, chinoise ou encore amérindienne. Et plus récemment, Pierre, ça devrait te parler, dans les aventures d'Harry Potter. Je sais pas pourquoi moi je suis... Alors oui. Et d'ailleurs, j'ai découvert en lisant votre dossier qu'il s'appelait Fume Sec. Exactement. En français, moi je connaissais que la version anglaise. Donc, en français, c'est Fume Sec. Je ne me souviens plus du nom en anglais du phénix. Bon, bref. Alors un autre mythe est celui effectivement de l'hydre de Lerne. Donc l'hydre est une créature de la mythologie grecque qui possède plusieurs têtes, dont l'une est immortelle et les autres se dédoublent quand elles sont tranchées. Alors, selon la légende, l'hydre vivait dans les marais de Lerne, à proximité de la cité d'Argos, et semait la terreur dans toute la région. Eurysthée demanda à Héraclès, que peut-être vous connaissez plus sous le nom d'Hercule, de tuer l'hydre pour le deuxième de ses 12 travaux. Ce qu'Hercule entreprit.
Alors le problème, c'est qu'à force de couper les têtes des hydres, il va rapidement se trouver débordé par la multiplication des têtes et il va recevoir l'aide de Iolaos, qui enflamma quelques arbres et utilisa les brandons pour cautériser les moignons des coups des têtes tranchées pour empêcher qu'elles repoussent. Hercule, lui, s'est préoccupé essentiellement de la tête immortelle, qui, une fois décapitée, va finir enterrée, encore sifflante, sous un rocher. Pour l'anecdote, ce deuxième des 12 travaux d'Hercule fut invalidé par Eurysthée, puisque Hercule s'était fait aider par Iolaos. Alors, toujours dans la mythologie grecque, on a également Prométhée. Donc, Prométhée fait partie des 7 titans, qui sont des divinités ayant précédé les dieux de l'Olympe. Donc Prométhée est le créateur de la race humaine, et il fit l'affront de donner aux humains le feu sacré de l'Olympe, à l'insu de Zeus. Et pour le punir, Zeus fit enchaîner Prométhée sur le mont Caucase et le condamna à avoir le foie dévoré tous les jours par un aigle. Le morceau manquant, repoussant pendant la nuit. C'est Hercule, et oui, encore Hercule, qui délivra Prométhée de son calvaire. Alors, pour finir avec ces exemples, et pour faire référence au titre de cette émission, on peut citer le Saint Graal, objet mythique de la légende arthurienne, qui aurait contenu le sang du Christ et qui est symbole d'immortalité pour celui qui le possède. Moi, je connais que la référence dans Indiana Jones. Mais oui, d'accord. Alors, et si maintenant nous intéressions aux légendes contemporaines? Alors, dans la pop culture, Pierre, tu nous as déjà parlé de Deadpool. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui possèdent des capacités de régénérer? Pensez aux lézards à qui on coupe la queue. Dans la culture populaire, dans le sens, tu vois, genre Deadpool. Oui, comme personnage dans la culture feuilleton, pop, quoi. de dessin animé ou de choses comme ça. J'ai rien qui vient en tête, ouais. Bon, moi j'ai lu le script, alors je triche un tout petit peu, mais quand même. Mais je pensais à Wolverine, personne n'avait à dire Wolverine, enfin. Bah oui, Wolverine des X-Men. Ah, En plus, il se bat contre Deadpool. Bon. Donc, et en effet, dans l'univers Marvel, on va trouver Wolverine des X-Men, ou bien Deadpool, ou Captain America. Et dans des dessins animés, alors il y en a sûrement plein d'autres, mais dans les dessins animés, pour en citer un, on a Piccolo dans Dragon Ball Z. Bon, moi, c'est pas ma génération, mais peut-être que ça... On peut dire quand même que c'est les étudiants qui nous ont donné cette référence. C'est nos étudiants qui nous ont donné la référence de Piccolo dans Dragon Ball Z, parce que nous... Piccolo, oui, c'est... Voilà. Il s'appelle les petits Satans, et c'est un être tout vert qui vient de la planète Namek. Je me permets de corriger, c'était Satan Petit Cœur. Satan Petit Cœur, bon, ça va, j'ai pas dit dans le bon sens. On est de la même génération avec Pascal, c'est pour ça. Alors donc, si on en revient à la régénération, on vient de voir un certain nombre de mythes et de légendes qui font référence à cette capacité, et on est quand même en droit de se demander si ça reflète une réalité biologique ou non. Donc Christine va tenter de répondre à cette question. Ok, pour répondre à cette question, je vais vous relater quelques exemples des premières observations de régénération animale. Et comme nous allons le voir, ça date vraiment d'il y a très longtemps. En effet, dès l'Antiquité, Aristote indiquait que les queues des lézards et des serpents, si elles sont coupées, repoussent à nouveau. Pendant des siècles, les observations s'accumulent, mais sans protocole rigoureux pour les valider, la méthode scientifique apparaissant plus tard dans l'histoire. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que 2 académiciens, Claude Perrault, qui est le frère de Charles Perrault, donc que vous connaissez plus probablement que son frère Claude Perrault, et Melchizedek Thévenot, s'emparent du sujet et réalisent les premières observations empiriques de la régénération. Dans son recueil de plusieurs traités touchant les choses naturelles, Claude Perrault relate que les naturalistes racontent des choses tout à fait incroyables du lézard. Quelques-uns disent que la queue se rejoint après avoir été séparée du corps, d'autres que la même chose arrive au corps coupé en travers et que ces 2 parties marchent l'une vers l'autre et se rejoignent. Voyez. Après avoir réalisé des amputations de la queue, ces savants observent qu'une nouvelle structure repousse en une quinzaine de jours et décrivent que la nouvelle queue est semblable à la précédente. Ils ont toutefois noté que le nouveau morceau n'a pas la couleur verte attendue et qu'il ne contient ni vertèbres ni muscles. Fait incroyable pour l'époque, il permettait aux visiteurs de l'Académie des sciences de suivre au jour le jour l'expérience.
En effet, les animaux étaient hébergés dans un terrarium accessible au public. Au XVIIIe siècle, Abraham Tremblay s'intéresse à la faune des mares, des fossés et des canaux. Il découvre alors un polype d'eau douce qui l'intrigue car il est de couleur verte. N'arrivant pas à déterminer la nature animale ou végétale du spécimen, il s'entretient alors avec René-Antoine Ferchaud de Réaumur, un fameux physicien et naturaliste français qui notamment a inventé le thermomètre à alcool. Les découvertes de Tremblay font fureur. Claude Lecatre prononce même lors d'une allocution donnée devant l'Académie royale des sciences « 2 découvertes rendront principalement notre siècle mémorable, dans les siècles à venir, l'électricité et les polypes d'eau douce ». C'est pour vous dire, alors nous allons voir, mais pourquoi il y avait un tel engouement. Tremblay observe que ce polype, lorsqu'il est coupé en 2, donne après quelques jours 2 individus complets. De Réaumur classe cet organisme dans les animaux et le baptise alors hydre, en référence à l'hydre de Lerne dont vous a parlé Véronique. C'est un sacré coup de communication pour ce polype. Et d'ailleurs, Tremblay va utiliser systématiquement une méthode scientifique très rigoureuse pour essayer de comprendre la régénération chez l'hydre. Il a alors une idée qui est stupéfiante pour l'époque, c'est-à-dire qu'il propose aux savants, même aux curieux, de recevoir par courrier un kit d'expérimentation comprenant des hydres et un mode d'emploi. Ils peuvent alors reproduire l'expérience chez eux et peuvent être témoins de la régénération. C'est un superbe exemple de science participative avant l'heure. À la suite de ces travaux, de nombreux scientifiques de l'époque vont compléter ces observations en s'intéressant à d'autres groupes d'animaux. Donc on pourrait citer de Réaumur pour les crustacés, Bonnet pour les annélides ou Spallanzani pour les vertébrés. Et donc on peut dire que la régénération chez les animaux existe donc bel et bien, mais nous allons tout de même vérifier si les mythes et légendes cités par Véronique précédemment sont des réalités biologiques. Alors évidemment, hein, par rapport au mythe du phénix, ça vous étonnera pas si je vous dis qu'aucun animal ne peut ordonner un individu après une combustion spontanée. Donc il ne faut pas cramer les oiseaux, ça ne marchera pas. Voilà, ne pas cramer les oiseaux, ça ne marchera pas. En revanche, chez les végétaux, certains résineux, comme par exemple le pin d'Alep ou le séquoia géant, ont besoin du feu pour que les cônes puissent libérer leurs graines et donc germer et donner un nouvel individu. On les appelle les pyrophytes passifs. Fait encore plus étonnant, les eucalyptus produisent des vapeurs inflammables qui favorisent les départs de feu et qui empêchent ainsi toutes les autres espèces végétales de coloniser leur habitat, d'envahir leur habitat. Et donc, pardon, je peux t'interrompre avec une question. Donc ça veut dire que tous ces conifères là dont tu parles, enfin non, pardon, c'est pas un conifère, l'eucalyptus, mais les 2 conifères dont tu parles, en fait, dans leur cycle, ils ont besoin d'un feu de forêt en fait. Sans feu de forêt, il n'y a pas de reproduction possible. D'accord. Et si j'ai bien compris, c'est-à-dire que les vapeurs inflammables, ça compte sur le fait que spontanément, il va y avoir des incendies de forêt qui sont favorisés par ces volutes. Waouh, c'est fou. Et ça se propage beaucoup plus rapidement et beaucoup plus loin parce que comme il y a les vapeurs... Donc c'est des arbres pyromanes. S'il y a un départ de feu dans un coin, et ben après ça va se propager à une vitesse folle. Et les séquoias, d'ailleurs, toi t'avais été étonné quand t'avais été en Californie. Les séquoias, les rangers par exemple font brûler des parties des parcs et ça permet de régénérer. Et elle se disait ils sont dingues, ils foutent le feu à leur forêt. Oui, moi je râlais, je me disais mais les arbres ont besoin de ça. Ils brûlent les séquoias, mais en fait c'était volontaire. Wow. Et donc les eucalyptus, hein, ça leur permet de finalement nettoyer leur environnement et de pousser, d'être les seuls à se développer, puisque eux résistent très bien au feu, et donc dans ces cas-là, on les appelle les pyrophytes actifs. D'accord. Mais ils sont pas pyromanes, c'est pas eux qui déclenchent le feu quand même. Ouais, c'est marrant, on attend peut-être quelques millénaires et l'évolution fera que... Ils font des étincelles avec leurs feuilles. Alors le deuxième mythe dont on a parlé, c'était l'hydre de Lerne. Christine nous a déjà parlé de l'hydre décrite par Abraham Tremblay et qui a été nommée ainsi en référence au mythe de Lerne. Donc l'hydre d'eau douce est un tout petit animal de 5 à 20 mm de long, et qui fait partie du groupe des cnidaires, dont fait partie également la méduse, enfin les méduses, et qui présente une anatomie très simple. Donc vous avez une colonne qui a la forme d'un espèce de tube fixé sur un support par un pied et dont l'autre extrémité se termine par une bouche entourée d'une couronne de tentacules. Et ces tentacules sont urticantes. Okay.
Cet animal est un champion de la régénération puisqu'il il est possible d'obtenir 100 hydres à partir d'une seule et de reformer une hydre à partir de cellules dissociées que vous mettez dans un blender et hop, vous dissociez les cellules et vous mettez tout ça dans un shaker et puis hop, elle se réassocie et redonne une hydre complète. Alors, il existe cependant des limites par rapport au mythe qui sont que si on coupe un tentacule, il ne va pas en repousser 2. D'accord. Voilà. Et qu'à partir d'un morceau de tentacule, il n'est pas possible de reformer une hydre complète. Ok. Et dernière petite différence par rapport au mythe, c'est que les tentacules ne sont pas des têtes. Très bien. Mais ça s'approche, comme il y a pas mal de possibilités de régénération entre l'hydre et l'hydre. Absolument. Alors si maintenant on revient au mythe de Prométhée, il est connu après une ablation partielle du foie chez l'homme, ou lors d'un don du foie, par exemple sur un donneur vivant, le lobe ôté que l'on enlève ne régénère pas, mais les lobes restants, eux, vont grossir et compenser finalement la partie manquante, et pour redonner un foie fonctionnel. D'accord. Alors, il y a une petite différence par rapport au mythe, c'est que dans le mythe, le foie de Prométhée, il régénère en une nuit, alors que chez l'homme, en réalité biologique, il faut 1 mois pour que le foie repousse. D'accord. Et évidemment, concernant le Saint Graal, et bien évidemment, aucun objet n'est connu à ce jour pour posséder la vertu d'immortalité, sinon ça se saurait. Tu veux dire que Indiana Jones nous aurait menti ? Ben, je crois. Merde. Désolé Pierre. Nous allons donc nous demander si nous pouvons parler de régénération dans ces exemples, maintenant que Véronique nous a dit si c'était des réalités biologiques ou non. Et donc au préalable, il faut définir ce qu'est la régénération, ce qu'on n'a pas encore fait jusque-là. D'après le Larousse, en biologie, c'est la reconstitution par un individu animal ou végétal amputé, la reconstitution en fait de la partie du corps dont il a été privé. Donc pour moi, cette définition, elle n'est pas assez précise, et là, on aura peut-être un débat autour de la table. Pour moi, il faudrait indiquer qu'il y a reconstitution de la forme et de la fonction de la partie manquante. Nous devons aussi signaler que la régénération se fait au niveau du tissu, de l'organe, du système ou de l'organisme. Moi, je ne considère pas qu'il y a de la régénération quand on est au niveau cellulaire. Et pour finir, il faut qu'une lésion ait lieu, et cette lésion, elle peut être volontaire ou involontaire, une amputation par exemple. Alors pour l'exemple de la régénération cellulaire, on envisage par exemple, ce serait les neurones dont on coupe les prolongements. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, donc c'est une partie de la cellule qui repousse. Ouais. Et donc pour moi, c'est plus de la repousse d'axones, enfin des extrémités là. Si on se fait une coupure, il y a de la peau qui repousse, non ? Est-ce que ça c'est de la régénération ? Alors la peau et les doigts, on va en parler plus tard. Mais on note la question. Et donc avec la définition que je vous ai donnée, on voit bien que avec cette définition que le mythe du phénix ne correspond pas à de la régénération, mais de toute façon c'était pas une réalité biologique. Que pour le pin d'Alep et pour l'eucalyptus, c'est pas de la régénération biologique. Les dictionnaires proposent toutefois le terme de régénération appliqué à la sylviculture, et d'après le Larousse, la sylviculture, c'est l'ensemble des techniques qui permettent la création et l'exploitation rationnelle des forêts, tout en assurant leur conservation et leur régénération. Et donc, dans ce cadre-là, la régénération est le renouvellement d'un peuplement forestier par divers procédés. Ouais, donc c'est à l'échelle populationnelle. Voilà, et donc on voit qu'on n'est pas du tout, c'est différent de celle qu'on a donnée pour la biologie. Pour le mythe de Prométhée, c'est plus discutable, et là, Véro et moi ne sommes pas d'accord. Je pense qu'avec Pierre, on n'est pas d'accord non plus. Il y a 3 biologistes, 3 avis. Après une ablation partielle du foie, les lobes restants grossissent et compensent la partie manquante. On restaure ainsi la fonction, par prolifération, en fait, grossissement du tissu existant, mais on ne restaure pas les lobes manquants. Donc pour moi, il n'y a pas de restauration de forme, donc on n'est pas tout à fait sur la régénération. Mais c'est mon avis. Ouais, c'est intéressant parce qu'on a eu cette... quand vous prépariez ce dossier, on a eu des considérations sur la régénération, et notamment la plupart des articles
que je croisais disait qu'il y avait différents niveaux de régénération, la régénération du corps entier, la régénération de l'organe, la régénération du tissu, la régénération de la cellule, et à chaque fois on utilisait le même terme, sauf qu'il fallait rajouter la particule un peu comme un épithète pour pouvoir la qualifier. Et pour moi, la régénération du foie, c'était une régénération d'organes, ça va quoi, ça passe, mais je peux comprendre que si on utilise le terme régénération biologique pour un phénomène à l'échelle de l'organisme, ça peut prêter à discussion. Ouais. Alors on a une question dans la chatroom de HK qui nous dit: il y a des greffes partielles de poumons aussi, est-ce que le poumon repousserait, est-ce que c'est une régénération Je vois des têtes qui se hochent. Non, a priori, le poumon ne régénère pas. Le poumon ne régénère pas, voilà, donc vous le saurez. Peut-être qu'il cicatrise, c'est ça ? C'est une des raisons pour lesquelles on fait une greffe. D'accord. Et là, par exemple, donc on récupère la fonction par la greffe, mais c'est un organe qui a été récupéré d'un donneur. Et donc, pour moi, on est un peu dans le même cas que le foie qui repousse pour. Oui, mais c'est les mêmes cellules de l'organisme. Il y a quand même prolifération. Voilà, on est un peu à nouveau borderline. C'est une greffe qui permet de récupérer la fonction et la forme, mais qui provient d'un autre individu. Donc on ne peut pas parler non plus de régénération, c'est une greffe. Bon, pour la greffe, oui, je suis d'accord. Ouais, pour les greffes, je suis d'accord. Pour le foie, voilà, donc Robin dit picoler si vous voulez, mais pas de clope. Voilà, c'est ça. Pour résumer. Alors, on peut rencontrer d'autres exemples contestables lors de nos lectures ou lors de visionnage. Nous allons en citer quelques-uns. Donc, vous savez qu'il est possible d'obtenir deux individus à partir... Pardon. Excusez-moi. Non, ça ne va pas du tout. Il faut que j'arrête la bière. Donc, vous savez qu'il n'est pas possible d'obtenir deux individus à partir d'un humain coupé en deux. Ça, j'aimais bien l'affirmation d'avant. C'était beaucoup mieux. un magicien, Majax, par exemple. Voilà. Ou qu'un bras ne repousse malheureusement pas après amputation. Ça marche pas non plus. Par contre, vous avez probablement déjà entendu parler du renouvellement de l'épiderme de la peau ou des cellules de la paroi intestinale. On considère que l'épiderme est renouvelé environ tous les 28 jours. Donc, c'est quand même assez souvent. Et par desquamation. Donc, quand on desquame, c'est des petites peaux mortes que vous perdez tous les jours et dont les acariens raffolent. Les cellules de l'intestin qui tapissent notre tube digestif, elles sont revenues tous les 4 à 5 jours. Dans les deux cas, ces cellules meurent continuellement et on a un renouvellement permanent qui permet de remplacer ces cellules mortes. Et en fait, on a un bon équilibre entre la mort cellulaire et la multiplication cellulaire. Et cet équilibre, il est nécessaire pour éviter la rupture des barrières entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Autre exemple, chez les requins, comme chez l'homme, nous avons plusieurs dents qui vont pousser au même emplacement au cours de notre vie. Donc, il y a les dents de lait et les dents définitives chez l'homme. Et puis, chez le requin, il y a plusieurs milliers de dents. Et lorsqu'une dent tombe, elle est remplacée par une nouvelle dent, mais qui est déjà formée, en fait, qui est dans l'attente de remplacer celle qui vient de tomber. Et pour ces deux exemples, c'est pareil. Beaucoup parlent de régénération, mais en fait, c'est que du renouvellement ou du remplacement. Chez le requin, c'est un système de tapis roulant où il y a une dent qui est juste qui tombe et celle de derrière qui est déjà en place, en fait, qui a déjà poussé, va venir la remplacer. Et c'est pas infini, c'est ça, il y a au bout d'un moment. Chez le requin, si, c'est tout, tout au long de sa vie. Mais ok, d'accord. Chez nous, on n'a que 2 générations de dents, mais chez le requin, c'est pour la deuxième fois, c'est fini. Voilà, c'est le dentier. C'est le dentier. Donc chez les animaux. Donc pas de la régénération. Donc ça, en fait, on pourrait envisager que c'est de la pousse en continu, c'est ça Oui, c'est ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la dent va remplacer, elle est en fait quand la dent va tomber, il y a déjà l'autre qui est en place. Donc ça se met en place à partir de la même structure qu'on appelle la lame dentaire, mais à chaque fois, ce sont quand même 2 organes différents.
un premier organe qui tombe et le deuxième qui est déjà là et qui va le remplacer. Ouais, c'est pas le fait que la dent tombe qu'il y ait une nouvelle dent qui se forme, elle est déjà en cours de formation avant que la dent précédente. La nouvelle dent se forme pas à partir de la première, celle qui tombe. Il y a beaucoup de questions là dans la chatroom, mais je pense que vous allez arriver sur les cheveux et sur les ongles, mais j'imagine qu'il y a un autre moment où vous allez l'évoquer. On n'avait pas prévu. Non, on n'avait pas prévu. Mais... D'accord. Du coup, justement, on peut l'évoquer pour les cheveux, par exemple, c'est pareil, c'est un renouvellement du bulbe pileux. Oui, mais là, il y a... Il y a deux choses. C'est le cheveu qui pousse, c'est-à-dire la longueur du cheveu qui s'allonge, mais ça, c'est de la matrice, c'est de la kératine. Oui, de la kératine qui est déposée, donc c'est pas cellulaire. Ouais. C'est de la production. C'est des cellules mortes, en fait. C'est pour ça que quand on se coupe les cheveux, on a pas mal. Enfin, on souffre pas. Et après, il y a le bulbe. Donc, le cheveu tombe avec le bulbe. Et là, il y a des nouveaux cheveux qui peuvent pousser, plus ou moins bien, suivant les individus. Et là, c'est un nouveau cheveu qui apparaît. Enfin, donc, avec peut-être un nombre limité de... Je crois que j'avais dû dire quelque part que... on pouvait, le bulbe était capable de renouveler la pousse d'un nouveau cheveu, mais il avait, je sais pas, une vingtaine de et on n'est peut-être pas forcément tous égaux non plus. Je pense qu'il il doit y avoir moins de chance que d'autres. Oui, il y y en a, c'est pas terrible, mais on va pas faire de remarques. Hein. On a regardé personne. J'ai regardé bien Véro, là. J'ai rien dit. Et les ongles, c'est encore différent. Les ongles, c'est pareil, c'est de la production continue. Mais c'est des cellules finalement qui fabriquent la substance de l'ongle. Ouais. C'est pas et c'est de la production continue. D'accord. Il y a une intervention. Mais si l'ongle tombe, il repousse quand même. C'est vrai. Et là, est-ce qu'on peut parler de régénération ? Et là, dans ce cas-là, alors Christine. Je me suis pas penchée sur l'ongle. A priori, il faudrait regarder les structures et voir exactement comment ça se passe, mais a priori, je pense que oui. Est-ce qu'il reste un bout d'ongle quand l'ongle tombe ? C'est ça. C'est ça qu'il faut. Est-ce qu'il reste des cellules d'ongle ? Je ne sais pas si vous allez parler du bout de oui. doigt. Ouais, donc je pense qu'il y a une partie de la réponse qu'on évoquera un tout petit peu plus tard. Mais c'est une bonne question sur l'ongle. C'est le moment où justement les conceptions sont... Ils vont repartir de ce podcast, ils vont avoir envie de s'arracher les ongles, d'enlever leurs cheveux, s'arracher les dents. Ne faites pas ça. Okay. Alors, si on reprend, donc chez les animaux, on va voir qu'il existe des champions de la régénération. Donc, on a déjà parlé de l'hydre qui, coupé en deux, était capable de donner, de régénérer. Chaque morceau régénère sa partie manquante, donc on obtient 2 hydres. Ouais. Et c'est également le cas de petits vers plats que l'on appelle des planaires. Et ces planaires, ce sont des petits organismes de quelques millimètres. Et des chercheurs ont montré qu'ils pouvaient couper en plusieurs morceaux un individu et que chaque morceau pouvait redonner une planaire adulte. Donc un organisme complet. Oui, un organisme complet. Donc pour la planaire, on peut la couper jusqu'à 279 morceaux. Et chaque morceau va donner un nouvel individu. Pas mal. Voilà. Pour l'hydre, c'est 100 morceaux. Voilà. 100, c'est à peu près ou c'est... Parce que 279, c'est très bizarrement... Ça a été coupé... D'accord. C'est les records. Si tu fais 101, ça marche plus. Non, parce que... Bon. Alors, non, parce que... Enfin, quand... alors, pour l'hydre, pour la planaire, par exemple, si il y a besoin d'avoir ce qu'on appelle des cellules souches. Et si on a un morceau sans cellules souches, il n'y a pas possibilité de régénération. D'accord. Donc il suffit d'avoir une cellule souche par morceau. Et dans ce cas-là, chaque morceau peut redonner un nouvel individu. D'accord. Voilà. Donc on peut imaginer que dans une planaire, il y a au maximum 279 cellules souches qui se baladent. Il y en a plus, mais en fait, comme elles sont pas réparties de manière homogène. Voilà, d'accord, ok, je comprends. Mais effectivement, il y a des chercheurs qui ont coupé de manière systématique. Et sachant que l'individu fait quelques millimètres de long, donc vous imaginez la microdissection, c'est quand même quelque chose qui est assez balèze. Et donc ils ont vraiment compté et trouvé la limite du système pour. Quel beau métier.
Il y en a, ils s'amusent comme ils peuvent. Il y en a, ils font des tours Eiffel en comment ça s'appelle, en allumette. Ouais. Et ben, il y en a, ils coupent des hydres. Il y en a, ils arrachent des dents et ça repousse même pas. En plus, ouais. Voilà, donc ces planaires, effectivement, hein, et les hydres d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et donc la planaire, elle utilise cette capacité régénérative spontanément dans la nature. Hein. Elle se scinde en deux, hop, spontanément, toute seule. Et elle va donner donc 2 individus complètement identiques génétiquement, donc ce qu'on appelle des clones. Et c'est ce qu'on appelle en fait la reproduction asexuée. Donc en fait, la planaire, elle peut se reproduire à la fois de manière sexuée et de manière asexuée en se clivant en deux spontanément. Et ce mode de reproduction existe également chez l'hydre. Mais cette fois-ci, c'est pas par clivage, mais c'est par bourgeonnement. Donc, on a un petit bourgeon qui va apparaître sur la colonne de l'hydre. Et ce petit bourgeon, eh bien, il va donner une nouvelle petite hydre qui va se détacher de la colonne et devenir une hydre adulte. Donc ça, c'est une sorte de système dans la nature pour se propager, pour se multiplier en termes d'individus, mais ce sont véritablement des clones, quoi. C'est pas... Oui, génétiquement identiques. Et en général, c'est lié aux conditions environnementales, la quantité de nourriture, aux températures, enfin... Mais du coup, là, il n'y a pas eu de lésion qui amène à cette forme de régénération. Ouais, d'accord. Okay. On en arrive à la limite de la définition, selon Christine, de la régénération. Ouais, voilà. Et voilà, encore une fois. Alors, la capacité qu'ont certains animaux de perdre une partie de leur corps volontairement s'appelle l'autotomie. Alors, Pierre, c'est pour toi. Du grec ancien autos, soi-même, et tomie, coupure. Donc, pour les gens qui ne comprendraient pas, c'est parce que j'adore l'étymologie, en effet. Christine va vous présenter d'autres animaux qui possèdent cette capacité. Avant de passer la parole à Christine, Robin demande si c'est la même chose ou pas que la parthénogénèse, cette reproduction régénérative, selon vous. Alors, la parthénogénèse, c'est la femelle qui pond un œuf qui a pas besoin, enfin, un ovocyte qui a pas besoin de spermatozoïdes pour, il n'y a pas besoin de fécondation. Donc, c'est pas vraiment ça. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que ce serait pas un clone, la parthénogénèse, du coup. Mais étymologiquement, en plus, parthéno, je crois que c'est féminin, non? C'est uniquement féminin, la parthénogénèse. Moi, je suis pas biologiste. Oui, il y a pas de parthénogénèse masculine, déjà. Bon, là, pour le coup, les hydres et les hydres et les planaires sont hermaphrodites, donc. D'accord. Mais c'était bien tenté. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est vraiment l'individu qui se coupe en deux, alors que quand vous avez la parthénogénèse, l'individu adulte, il est intact. C'est juste que. Ouais. Et ça repart, la parthénogénèse, nécessairement d'une seule cellule. Oui. Alors que là, c'est vraiment des gros blobs de cellules qui régénèrent. Ouais. Exactement. Il y avait d'autres questions ou pas? Non, Robin dit DAC, il a compris. Donc, si on parle de l'autotomie, on va revenir dessus et on va essayer de voir un certain nombre d'animaux qui possèdent cette capacité. Et donc, dans certains cas, elle est associée à un comportement d'échappement. Nous pourrions citer le lézard qui peut séparer sa queue de son corps quand on l'attrape par la queue. Et c'est également le cas de la souris épineuse. C'est un petit rongeur originaire d'Afrique qui, au lieu d'avoir des poils tout soyeux, a des poils rigides semblables à des épines, d'où son nom. Mmh. Et cette souris, elle a la particularité que quand on l'attrape par la peau du dos, elle peut détacher jusqu'à 60% de la peau de son dos dans le but de se libérer de ses prédateurs. C'est dégueulasse. Donc les muscles sont à nu, c'est vraiment toute la peau qui part, et donc ça représente jusqu'à 60% de la peau de son dos. C'est hardcore. Donc ces animaux en profitent alors pour s'enfuir et régénérer tranquillement quelques jours dans leur coin. On rencontre aussi cette propriété chez le concombre de mer. Donc le concombre de mer, c'est un cousin éloigné des oursins et des étoiles de mer. Cet animal, il peut dévaginer son tube digestif par la bouche ou par l'anus, bon appétit, et l'envoyer en direction du prédateur qui va se trouver empêtré dans des viscères collants et toxiques. Très sympathique. Et donc, suite à son éviscération, le concombre de mer régénère son tube digestif en quelques jours. Un autre exemple qu'on voulait citer, donc là aussi c'est spécial dédicace pour Pierre, ce sont des limaces de mer qui utilisent l'autotomie pour procéder à l'élimination des parasites dont elles sont infestées. Donc en fait elles perdent littéralement la tête, elles se décapitent
pour se libérer de leur corps parasité. Et en quelques jours, elles reforment un corps tout neuf à partir de leur tête. Donc là, on s'était dit, Marie-Antoinette en aurait rêvé, parce que franchement, de pouvoir régénérer à partir de sa tête, donc elle a Coupez-moi la tête, je m'en fous. Voilà. Et la reine de cœur aurait été très déçue, parce que là, coupez-lui la tête, ça aurait... C'est ça. De la même façon, on peut citer le crabe violoniste qui peut s'arracher une pince lorsqu'elle est abîmée, et il devra attendre cependant la prochaine mue pour la voir régénérer. Et pour finir, chez les mammifères, parce qu'on va quand même un peu parler des mammifères, les bois des cervidés sont un autre organe capable de régénérer quasi intégralement. Les bois sont des structures osseuses qui sont perdues tous les ans à l'équinoxe de printemps. C'était il n'y a pas très longtemps, c'est autour du 20 mars. La repousse débute fin avril et se poursuit jusqu'à l'automne. Et cette repousse, elle est extrêmement rapide puisque ces bois grandissent environ de 2 cm par jour. Le cycle des bois est majoritairement sous l'influence des hormones sexuelles et pour les mâles, l'autotomie des bois résulte d'une baisse de la testostérone après la période de reproduction, ce qui entraîne en fait une ostéoporose, c'est-à-dire une diminution de la densité osseuse des bois qui vont alors finir par tomber. Donc ouais, là, il y a quand même quelque chose de fou dans cette histoire, c'est de se représenter ce que c'est, quoi. On voit les bois apparents sur la tête, c'est vraiment des structures osseuses. Il faut s'imaginer genre des fémurs ou des trucs qui sortent de la tête et au bout d'un moment, hop, ça tombe. Ça tombe. Et ça pèse assez lourd, hein, donc... Ouais. Donc il y a un beau gâchis quand même de la nature pour pouvoir avoir accès aux femelles. En même temps, après, le reste de l'année, ils sont tranquilles, ils ont plus ce truc énorme sur la tête qui peut se coincer. Ça peut d'ailleurs arriver que 2 mâles en combattant se coincent complètement et meurent parce qu'ils peuvent plus manger en fait. Comme ils se sont encastrés les bois les uns dans les autres. Ouais. Donc ça leur fait une période tranquillou où ils peuvent se balader sans avoir peur de s'agripper à droite et à gauche. Donc tous ces exemples montrent que le processus de régénération est largement répandu chez les animaux. Alors du coup, doit-on parler de la régénération ou des régénérations ? Ça c'est une bonne question et elle fait encore débat. Le premier scénario possible est celui d'une origine commune de la régénération à tous les animaux, les plantes et les champignons. L'ancêtre commun de tous ces organismes serait doué de la capacité de régénération, et puis après il y aurait eu des pertes de cette capacité qui auraient eu lieu dans certaines lignées. Donc pour se représenter l'ancêtre commun des plantes, des champignons et des animaux, c'est nécessairement un organisme qui était unicellulaire. Bah ouais. D'accord. Du coup, il aurait été capable de régénération cellulaire. Il m'a coincé sur mon propre terrain, alors ça j'aime pas du tout. Le piège. Le salaud. Pas ça. Je reviendrai plus. Mais donc, il y a un deuxième scénario. Voilà. Le second scénario, quant à lui, propose des apparitions indépendantes de la capacité de régénération dans différentes lignées, et donc privilégie un processus de convergence évolutive. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu le terme dans d'autres podcasts. Pierre l'a mentionné 2 fois, oui. Voilà. Et dans ce cas, nous aurions plutôt des régénérations, c'est-à-dire plusieurs apparitions indépendantes. Cela dit, en fait, je rigole peut-être parce que moi, je l'ai souvent entendu, mais peut-être pour les auditeurs, on peut peut-être rappeler en une phrase ce que c'est. Oui, en gros, c'est de l'acquisition indépendante au cours de l'évolution de caractéristiques similaires. Voilà, qui se ressemblent. Voilà. Mais qui ne seraient pas hérités d'un ancêtre commun, qui sont apparus indépendamment. Et les chercheurs discutent encore beaucoup là-dessus. Donc il y a pas mal d'analyses qui sont en cours et notamment les chercheurs essayent d'étudier un maximum d'animaux différents. Et le nombre grandissant d'espèces étudiées dans l'arbre du vivant, aussi bien au niveau moléculaire que cellulaire, devrait permettre de reconstruire l'histoire évolutive et donc de dire s'il y a une ou des régénérations dans quelques années. Alors d'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse aux mécanismes impliqués, on peut voir que la régénération est souvent présentée comme une reprise des mécanismes qui interviennent lors du développement embryonnaire. Et donc là encore, cette question fait débat. Même si les gènes impliqués semblent identiques, et si les 2 processus font intervenir de la prolifération, de la mort cellulaire, de la migration, le contexte biologique n'est pas le même. En effet, dans un cas, il s'agit d'un organisme en développement avec des organes qui se construisent progressivement
Et dans l'autre cas, il s'agit d'un organe qui se met en place dans un contexte adulte. Donc là, juste pour vraiment que le message soit clair, on compare l'embryogenèse, c'est la formation d'un fœtus, etc. Et donc la formation de ces organes dans ce contexte-là, avec celle de la même chose. On forme aussi des organes, comme par exemple une queue, etc. ou même la moitié d'un corps, mais dans un organe adulte. Enfin, dans un organisme adulte. Oui. C'est ça. Si on prend l'exemple d'une patte de salamandre, le régénérat devra repousser à partir d'un moignon dans lequel les cellules sont différenciées et aussi où le système immunitaire est mature, ce qui n'est pas du tout le cas quand on prend un embryon. Cette patte, elle est aussi déjà innervée, ce qui rend la régénération dépendante de cette innervation, et les échelles de taille sont très différentes. Si on prend une larve de salamandre, elle fait 3 cm de long, si on prend un adulte, il fait 15 cm, donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Et pour finir, selon les organismes, la régénération nécessitera soit le recrutement de cellules progénitrices, issues de cellules souches existantes, ou alors de cellules différenciées, des cellules musculaires par exemple. Et à ce moment-là, ces cellules musculaires vont perdre leurs caractéristiques morphologiques et fonctionnelles et revenir à un état type cellule souche. De plus, dans de rares cas, on a même des phénomènes de transdifférenciation. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, c'est le passage d'une identité cellulaire à une autre. Par exemple, une cellule de l'épiderme qui devient une cellule nerveuse, mais à ce moment-là, sans passage par un état cellule souche. Et ça a été décrit dans certains animaux, c'est le cas chez l'hydre. D'accord. C'est également le cas pour l'œil de la salamandre, où on voit que les cellules du cristallin, en régénération, proviennent de la transdifférenciation de cellules de l'iris. D'accord, et l'iris et le cristallin sont vraiment des structures, du coup, dans l'œil, qui sont totalement différentes. Ouais, exactement. Okay. Et donc, on pourrait se dire, bon, bah, et chez l'homme, alors? Et donc, du coup, Véronique va vous parler de cette partie-là. Chez l'homme, je vous apprendrai rien en vous disant que la capacité de régénération est très limitée. Nous avons déjà parlé du foie, qui pouvait régénérer, enfin, ou entre guillemets, je ne sais pas si on peut employer ce terme. Vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a vu le bout de son doigt sectionné, moi j'en connais un. La régénération de l'extrémité des doigts est plutôt bien documentée dans la littérature scientifique, et en fait, c'est la régénération du doigt ne concerne que la dernière phalange. En fait, il faut, si l'os du bout du doigt est sectionné, il faut que la base de l'ongle soit conservée pour que la régénération puisse avoir lieu. D'accord, donc on a quand même une réponse par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure. Il faut la base de l'ongle. Ouais. Et donc la morphogénèse est bonne jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans à peu près. Mais chez l'individu adulte, si l'os est sectionné, malgré la présence de la base de l'ongle, la base de l'ongle, souvent le doigt est mal formé. Il y a des malformations, ça se reforme pas très bien. D'accord, donc régénération, coupez-vous le bout du doigt entre 6 et 7 ans, et puis après c'est fini. Voilà, conclusion, vous évitez de vous coincer les doigts dans les portes pour tenter l'expérience, ça serait bien. Et ça, effectivement, ça arrive assez souvent, donc il y a pas mal de parents qui arrivent aux urgences avec leur gosse qui s'est coincé les doigts dans les portes, et donc il s'est sectionné l'extrémité du doigt. Donc pas de panique, ça... Si à la base de l'ongle... Voilà, si à la base de l'ongle, ça va repousser. Faut paniquer quand même. Ne tentez pas ça quand même. Alors, est-ce qu'il y a des chercheurs qui ont testé combien de fois on peut le faire? Oui. Alors, pourtant, donc, les capacités de régénération sont assez limitées, sont très limitées chez l'homme, et pourtant, on a la boîte à outils moléculaire et cellulaire pour régénérer. On a tous les outils pour le faire, mais on n'y arrive pas. Et donc les chercheurs tentent de comprendre d'où vient cette limitation dans le processus de régénération. Et voilà. Et pour l'instant, on en est à essayer de trouver des stratégies pour pallier cette incapacité à régénérer. Donc actuellement, il y a 3 stratégies majeures qui sont explorées en médecine régénérative: la stimulation des cellules souches du patient, la transplantation ou greffe de cellules, de tissus ou d'organes, et l'utilisation de tissus ou d'organes artificiels. Alors nous, on va plutôt vous parler des deux premiers cas. La stimulation des cellules souches du patient ou la transplantation plutôt ou greffe de cellules. Donc chez l'homme, nos cellules ont une durée, on a déjà vu ça, ont une durée de vie variable de quelques jours à plus d'1 an.
Donc, tout au long de la vie de l'adulte, l'intégrité des organes va nécessiter un renouvellement constant des tissus. Et pour compenser ces pertes de cellules dues à leur vieillissement naturel ou en réponse à un stress, eh bien, on a donc des cellules qui vont se multiplier et venir remplacer ces cellules qui sont mortes. Alors, la durée de vie d'une cellule d'épiderme, on en a déjà parlé, c'est 3 à 4 semaines. Avant d'être renouvelé, un globule rouge, c'est plus de 100 jours, hein, c'est 120 jours. Une cellule de la rétine, c'est une dizaine de jours. Et les cellules de la surface interne de l'intestin, c'est 5 jours. Alors, pour le système nerveux, hein, c'est un peu plus ce renouvellement est un peu plus limité. Et chez les mammifères, en fait, ce renouvellement cellulaire, il est possible grâce à la présence de cellules souches adultes qui sont localisées dans des sites anatomiques bien particuliers qu'on appelle des niches. Et ces dernières permettent aux cellules souches de se maintenir en dormance. Donc, on a un pool de cellules souches dans ces niches qui sont en dormance et qui peuvent s'auto-renouveler sous le contrôle de certains signaux. Donc là, si je comprends bien, on est en train de dire que, en tout cas chez les mammifères, dans certains organes, pas tous, il y a des niches, donc des territoires dans lesquels se cachent des cellules qui, en temps normal, font dodo. Et puis quand il y a besoin... Et généralement, ce besoin, c'est plutôt des lésions ou... Non, c'est un renouvellement classique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nos cellules vont mourir, eh bien, la perte de ces cellules va engendrer, va stimuler le renouvellement de ces cellules par ces fameuses cellules souches. J'en profite pour faire remonter une question de Robin qui demandait est-ce qu'on a une idée d'explication de pourquoi le foie et non les autres organes ont tendance à, entre guillemets, se régénérer. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle cet organe par rapport à un autre Non, alors moi, je n'ai pas la réponse à la question. En fait, la structure du foie, elle est beaucoup plus simple déjà que le cœur ou que les poumons. Ouais. Et c'est juste des divisions. En fait, il y a de plus en plus de cellules, mais la structure, elle est quand même très simple. D'où des réticences à parler de régénération quand c'est des structures aussi simples que le foie. C'est quand même une structure qui est vascularisée, il y a des nerfs, il y a quand même... c'est pas qu'un sac de cellules, c'est quand même... il y a quand même une organisation. Donc, bon, et est-ce que c'est pas une patte, mais... Quand il y a reformation du lobe, il y a aussi reformation des nerfs autour ou des structures Bah, probablement, parce que le foie est complètement fonctionnel. D'accord. Il a repoussé, donc il récupère... D'accord. Bon, en tout cas, pour dire simple, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. En tout cas, c'est comme ça. Alors, donc ces cellules souches qui sont dans ces niches... donc vont renouveler les cellules qui meurent en permanence dans notre corps. Et on trouve ces niches présentes vraiment à plusieurs endroits, donc dans les os, il y en a dans le cerveau, dans la moelle osseuse, dans la peau, dans l'épithélium intestinal. Je crois qu'il y en a aussi, il y en a un peu partout. Et la première stratégie en médecine régénérative consiste en une stimulation du renouvellement cellulaire, justement par les cellules souches de l'individu. Donc celle-ci est en cours de test pour traiter la sclérose en plaques. Peut-être vous connaissez tous cette maladie, la sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune qui affecte les cellules du système nerveux central, qui protègent les fibres nerveuses. Donc ces cellules, c'est ce qu'on appelle les cellules de Schwann et les oligodendrocytes. Et donc la destruction de ces cellules par le système immunitaire, en fait, va entraîner des perturbations motrices, sensitives et cognitives. Une seconde stratégie est basée sur l'injection de cellules souches. On parle alors de thérapie cellulaire. Dans un premier temps, les chercheurs ont envisagé d'injecter des cellules souches embryonnaires appelées cellules ES. Alors, l'utilisation de ces cellules soulève de nombreuses questions éthiques, bien évidemment parce que leur utilisation, leur prélèvement nécessite la destruction d'un embryon et donc une vie humaine potentielle. Donc voilà, donc c'est très compliqué à utiliser et
malheureusement, dans certains cas, l'utilisation de ces cellules souches embryonnaires peut entraîner le développement de tumeurs cancéreuses. Donc, c'est un peu ennuyeux. Alors, un autre type de thérapie cellulaire qui se développe pas mal, c'est celle qui a valu à Yamanaka et Gordon un prix Nobel en 2012. Et cette fois-ci, cette thérapie cellulaire propose l'utilisation de cellules pluripotentes induites que l'on appelle les IPS. Alors, qu'est-ce que c'est que ces IPS ? En quoi ça consiste ? En fait, il s'agit de transformer une cellule adulte spécialisée. Donc, ça peut être par exemple une cellule du derme et de la rendre immature. Et à partir du moment où on la transforme en quelque sorte en une cellule souche capable de redonner n'importe quelle autre cellule de l'organisme. D'accord ? Et donc la technique consiste à faire pénétrer dans ces cellules spécialisées adultes des quatre gènes qui sont normalement exprimés dans les cellules souches embryonnaires. Et la surexpression de ces gènes va reprogrammer la cellule mature spécialisée en cellule immature IPS. Alors, depuis 2007, il y a des centaines de lignées de cellules IPS qui ont été obtenues à partir d'à peu près presque tous les types de cellules adultes. Donc, il y a des banques de lignées de cellules IPS. Et par exemple, en 2021, une équipe japonaise a publié un travail sur la régénération du nerf optique à partir de cellules différenciées de l'iris. Encore l'iris. Transformées en cellules IPS. Et ça, c'était chez l'humain. Oui. Wow. Ouais. Ah, quand même. Ouais. Mais donc, on n'est pas obligé que ce soit nos propres cellules pour que ça marche. Non. Je peux t'injecter des cellules d'iris. Alors là, on peut peut-être encore rencontrer le problème de rejet si on injecte. D'accord. Par contre, on peut travailler sur les cellules du patient en lui-même. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, on contourne les problèmes de rejet. C'est encore moins problématique que les cellules souches embryonnaires. Et par contre, est-ce qu'il y a des soucis avec ces cellules IPS et des potentiels cancers Oui, ouais, c'est aussi un des problèmes. C'est que potentiellement, on peut développer... Ça n'arrête pas de se reproduire. Ouais. Si elles sont restées trop immatures et pas complètement, qu'on les ramène pas à un état différencié, potentiellement, elles peuvent... Voilà. Donc, si on veut conclure sur l'homme... Donc, même si nos capacités de régénération sont limitées, l'inventivité des hommes, elle, ne l'est pas. Ouais, donc on peut encore espérer qu'il y a de la régénération, mais c'est pas pour demain, si on a bien compris. Non, désolé. C'est pas de problème. Pour demain. Je crois qu'il y avait juste une question que Robin avait posée, c'est peut-être un running gag à partir de là. Est-ce qu'il y a des régénérations chez les archées et les bactéries ? Moi, je réponds pas. Moi non plus. Moi non plus. Ouais, bon, à partir du moment où c'est une seule cellule, ça ferait parler de régénération unicellulaire. Je sais pas si c'est valable. Bon, ouais. C'est compliqué. C'est une blague par rapport à tout à l'heure. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes venu avec une citation pour conclure cette magnifique émission sur la régénération ? J'ai l'impression quand même qu'il va falloir vous réinviter pour que vous veniez parler un petit peu plus de régénération, parce que là, on a encore beaucoup de questions, à mon avis. Oui, alors on a une citation de Richard Goss qui date de 1969 et qui a été publiée dans son livre Les principes de la régénération et qui dit « S'il n'y avait pas de régénération, il n'y aurait pas de vie. Et si tout régénérait, il n'y aurait pas de mort. » D'accord. Bah on vous l'a pas fait en anglais. non, mais en tout cas, vous jouez parfaitement le jeu de la quote de l'émission, qui est de faire patienter nos auditeurs jusqu'à la semaine prochaine avec de quoi réfléchir. Donc ça, c'est parfait. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas véritablement de thème de l'émission de la semaine prochaine, donc je vous propose de partir directement sur la conclusion de cet épisode. Vous l'aurez compris, la médecine régénérative n'en est encore qu'à ses balbutiements, alors n'essayez pas à la Van Gogh de vous couper les oreilles pour voir si elle repousse, profitez plutôt de nos centaines d'émissions pour les nourrir de faits scientifiques fascinants. Nous vous en promettons encore pour longtemps, mais en attendant la prochaine émission, n'oubliez pas que servir la science soit votre joie.
Thank you.